Les auditeurs envoient les watts. Bonsoir Eric, je me questionnais sur la pertinence d'avoir des infodivertissements dans des voitures qui soient développés par les constructeurs en propre et qui proposent du coup des expériences qui sont toujours un petit peu à cheval entre le bien et le pas bien. On voit Tesla qui a quelque chose qui marche plutôt bien avec un GPS qui a de la gestion du trafic notamment, qui fait un bon planificateur même s'il est perfectible, mais qui fonctionne quand même relativement bien. Il est critiquable notamment sur le fait qu'on puisse pas renseigner un pourcentage à l'arrivée, mais on peut facilement le contourner en restant un petit peu plus à la station et en calculant les pourcentages qu'il faut ajouter. On voit Android Automotive, notamment chez Renault, Volvo, qui est une super plateforme parce qu'il permet de rouler avec Google, qui est quand même le meilleur GPS avec le meilleur infotrafic, qu'on retrouve d'ailleurs chez Tesla. Mais ensuite, dès qu'on va chez les concurrents, on se rend compte que la meilleure solution pour voyager, on va dire, sur long trajet, c'est de faire un mélange entre le planificateur éventuellement de la voiture et puis Apple CarPlay ou Android Auto, puisque la plupart des véhicules le proposent. Alors moi j'utilise aujourd'hui quotidiennement CarPlay qui fonctionne très bien, mais je trouve que c'est plutôt un palliatif à quelque chose qui fonctionne bien, plus que la solution d'un bon infodivertissement. Et moi je comprends pas pourquoi sur les petites voitures moins chères, parce que deuxième voiture du foyer ou citadine qui va se déplacer de temps en temps, on met pas un simple écran avec réplication CarPlay ou Android Auto et on laisse les gens utiliser leur téléphone. Et sur des véhicules un petit peu plus haut de gamme ou sur des véhicules qui sont destinés à faire de la route pour des grands rouleurs, eh bien on n'a pas l'intégration systématique d'un bon infodivertissement, avec un GPS de qualité qui nous guide bien, un GPS de qualité qui nous donne le trafic et qui nous permet de dévier de notre trajectoire pour pas se prendre un bouchon d'une demi-heure ou d'une heure. Et puis également l'intégration de Spotify, de Deezer, d'autres choses qui nous permet d'écouter des podcasts comme celui d'Automobile Propre par exemple. Et puis notre musique, nos playlists, etc. Et aujourd'hui on voit que finalement il n'y a pas beaucoup de solutions, et même des grandes marques, Audi, BMW, etc., s'entêtent à développer leur propre système, avec des options des fois de GPS qui coûtent assez cher pour avoir la super navigation connectée, etc., etc. Et ces navigations-là sont loin d'être infaillibles dans les bouchons. En général, elles ont toujours un petit train de retard sur certains bouchons, etc. Et pour avoir pu tester le TomTom embarqué de chez PSA, c'est quelque chose qui marche vraiment très mal. Et pourtant, c'est vendu comme étant quelque chose de bien, etc. Et on a des fois même de la latence, des écrans qui sont pas très rapides. Enfin, je comprends pas pourquoi aujourd'hui, dans l'ère du tout numérique et où on a plein d'options dans les voitures, on nous parle de conduite autonome, etc., on a quand même la plupart des constructeurs qui s'entêtent à développer leur propre système et qui donne une expérience utilisateur qui est quand même relativement désagréable à l'ère du tout numérique où on a l'habitude d'avoir des smartphones rapides, des tablettes, etc. Et puis je pense que dans plein d'usages professionnels, on a tous des écrans et des interfaces qui sont bien faites, adaptées à nos métiers, et on se retrouve dans des voitures très performantes, très techniques, très poussées, et avec le système d'infodivertissement des fois qui est vraiment d'un autre âge, et sur une plateforme développé par tel ou tel constructeur, alors que il y a des solutions, et notamment Android Automotive en est une. Tesla a fait le choix d'avoir sa propre solution, mais qui est plutôt performante. Mais Android Automotive, c'est la solution que je trouve vraiment très pertinente, et je pense qu'elle peut comme une base servir ensuite à être améliorée, et les graphismes peuvent être propres à chaque marque, et il y a certainement moyen de faire des choses, mais je comprends pas en fait qu'aujourd'hui on ait notamment par exemple Kia Hyundai qui ont des très bonnes voitures, mais ils ont un infodivertissement que je trouve vraiment moi je veux pas ça dans ma future voiture par exemple. Voilà, donc je sais pas si c'est un sujet que vous pourriez développer ou pas dans un futur podcast. Au revoir.
Bonjour Émile, merci pour la question. Alors, question très longue pour un vaste sujet. C'est un sujet dont on parle souvent, effectivement, qui est intéressant, qui est même passionnant quand on est un peu geek et qu'on s'intéresse un peu à la tech. C'est un constat que j'ai fait depuis très longtemps, hein, ce retard parfois des constructeurs sur leur système d'infodivertissement. Alors, je serais peut-être un peu moins sévère que toi. Je trouve que ça s'est quand même bien amélioré ces derniers temps et on a en face de nous des systèmes qui sont assez potables. Alors, je mets de côté effectivement celui de Tesla qui est vraiment en dehors du lot parce que on le sait que les Tesla sont un peu des ordinateurs sur roues. Mais j'ai eu l'occasion, par exemple, récemment d'essayer la Volkswagen ID.7. Je fais plus beaucoup d'essais, mais justement, ça m'a permis de me concentrer un peu dessus. Et j'ai trouvé que le système d'infodivertissement était assez bien fait, réactif, l'écran tactile fonctionne bien, c'est aussi vif pratiquement qu'un écran de Tesla. La logique de navigation est là aussi, donc il n'y a rien qui m'ait choqué particulièrement. Après, effectivement, accusent encore un peu de retard. Alors, il y a certainement plein de raisons à cela. D'abord, bah oui, c'est vrai que les marques automobiles, même si elles ont fait leur mise à jour, leur update numérique, ça reste des grands groupes industriels qui sont difficiles à manier et qui n'ont pas forcément cette culture de l'informatique. Après, l'autre question qu'on peut se poser aussi directement, c'est aujourd'hui effectivement les systèmes d'infodivertissement embarquent des planificateurs. C'est souvent la clé de voûte du système d'infodivertissement aujourd'hui dans une voiture électrique. Or, la question, on se l'est déjà posée, mais est-ce qu'à terme, on va encore avoir besoin de planificateurs dans la mesure où on va avoir autant de points de recharge que de stations essence avant et avec des vitesses de charge de plus en plus rapides. Donc la question du planificateur, je l'avais posée une fois dans un article, dans un édito sur Automobile Propre. Est-ce qu'on aura encore besoin de planificateur à terme? Après, il y a d'autres questions. Il y a des questions de sécurité. Je crois que les constructeurs sont très jaloux de la sécurité de leur système informatique et de leur data aussi. Je sais par exemple qu'à une époque, quand Porsche a commencé à installer ce type de système dans ses voitures, ils avaient signé un contrat avec Apple parce qu'ils ne voulaient pas de Google dans leur voiture, tout simplement pour des questions invoquées de sécurité et de préservation des datas. Maintenant, cet ostracisme est terminé puisque je crois qu'on a dans les Porsche aussi Apple CarPlay et Android Auto. Alors, si on revient un peu sur le passé, les constructeurs s'étaient déjà alliés à des fabricants et à des fournisseurs spécialisés dans l'informatique. Alors, on avait BlackBerry qui c'est moins connu, mais qui tournait beaucoup en tâche de fond sur certains systèmes d'infodivertissement automobile. On avait aussi Microsoft avec Ford. J'avais eu droit à des démonstrations à Détroit il y a très longtemps sur les premiers systèmes connectés qui équipaient les Ford. Après, il y a peut-être une question un peu culturelle aussi, notamment avec les marques coréennes qui sont peut-être moins à même d'utiliser des systèmes qui sont souvent d'origine américaine ou peut-être européenne. Enfin, voilà, il y a tout un mix de raisons. Moi, je pense que les constructeurs s'améliorent beaucoup, mais c'est vrai que la réponse un peu à tout ça, c'est quand même Android Automotive et bientôt le système Apple CarPlay concurrent d'Android Automotive qui va arriver aussi sur les voitures en natif et qui va être vraiment intéressant à observer. Est-ce que les constructeurs vont lâcher la main et laisser les géants de la tech s'installer dans leur voiture pour prendre finalement le contrôle de toute la data? C'est une vaste question. Je pense que c'est une question stratégique et on n'a pas forcément toutes les réponses aujourd'hui. Bonjour, Johan de Laval. J'ai une question qui revient fréquemment et à laquelle j'ai jamais trouvé de réponse fiable. La TICPE, donc la taxe intérieure sur les consommations de produits énergétiques, rapporte à la France à peu près 30 milliards, alors c'est variable, hein, ça dépend des années, mais entre 25 et 35 milliards d'euros à l'année. La moitié à peu près étant reversée à l'État. Et il y a une question qui revient souvent dans le domaine de l'électrique, c'est est-ce qu'un jour, il y aura l'équivalent de la TICPE sur l'électricité pour compenser quand les véhicules électriques seront plus nombreux, pour compenser la baisse des ventes de carburant et donc la hausse des ventes d'électricité. Et le bruit court que le compteur Linky serait capable de savoir quand vous avez en même temps chez vous 3 lampes allumées, 5 radiateurs, le frigo, le Wi-Fi et la voiture de brancher,
le Linky serait capable de déterminer exactement combien de kilowattheures sont envoyés dans la lampe, le frigo, la voiture, et donc que l'État serait capable de mettre une taxe uniquement sur les kilowattheures envoyés dans votre voiture et pas dans votre frigo et pas dans votre lampe. Et je voulais savoir si un Linky était véritablement capable de faire ça. Et si quelqu'un avait des informations sur le développement des taxes. Alors j'imagine que ce sera quand même à très long terme parce qu'avant que les taxes sur le gasoil et l'essence baissent, enfin en revenus pour l'État, il va quand même se passer très longtemps. À bientôt, merci. Bonjour Johan, merci pour la question. Alors, le fait que le gouvernement remplacera un jour les taxes dérivées du pétrole par des taxes sur l'énergie électrique, notamment pour les utilisateurs de voitures électriques, ne fait à mon avis aucun doute. Mais je pense qu'on n'y est pas encore, on en est même assez loin. Je pense même que l'État ne sait pas exactement où il va aller dans ce domaine, mais on va certainement se baser en haut lieu sur des statistiques d'utilisation et vérifier et surtout surveiller le point de bascule qui aura probablement lieu entre 2030 et 2035. Quant au compteur Linky qui serait capable de tracer l'utilisation par produit, par source, je n'en sais rien du tout, je ne suis pas du tout expert en la question. De nombreux membres du groupe WhatsApp ont répondu et semblent bien maîtriser le sujet et nous disent donc qu'aujourd'hui, dans l'état de l'art actuel, un compteur Linky classique n'est pas capable de tracer de façon fiable l'utilisation des différents appareils qui y sont connectés. Il y aurait des projets dans ce sens-là, mais pour l'instant, on en est là, donc ça paraît encore assez illusoire de facturer par Linky, à travers Linky, l'utilisation et la recharge d'une voiture électrique dans l'état actuel des choses. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui, mais l'actualité de la voiture électrique ne s'arrête jamais. Retrouvez-la heure par heure sur automobilepropre.com. Pensez bien à vous abonner via votre plateforme préférée afin de ne rater aucun épisode. Et n'oubliez pas de noter le podcast sur les plateformes, c'est le meilleur moyen de nous soutenir et de nous faire connaître. N'hésitez pas également à nous faire vos retours, remarques, questions, suggestions à l'adresse podcast@automobilepropre.com. Quant à nous, nous vous disons à la semaine prochaine pour un nouveau numéro du podcast. Salut!